Banni du mariage, mon père me réclame 570 000 euros. Ma réponse? 100 euros et un vol pour les Seychelles. Une semaine plus tard, entre deux cocktails, j'apprends que le marié a fui et que la police est chez eux. Mon père m'a annoncé que j'étais banni du mariage avant même que j'aie eu la chance de dire bonjour. Sa voix au téléphone était tranchante et assurée, comme celle des gens qui ont déjà répété leur discours dans leur tête. Amélie, tu ne peux pas venir. Le pasteur de Camille a dit que ton énergie porterait malheur. Tu es célibataire à 37 ans. Ça affecte l'aura de la cérémonie. C'était la première phrase. Sans hésitation. Sans ménagement. Juste le verdict. Un instant, j'ai cru que l'appel avait été coupé, car je n'entendais plus rien à l'intérieur de mon propre corps. Pas de battement de cœur, pas de souffle, rien. Juste le choc silencieux de quelqu'un qui a finalement épuisé toutes les manières de prétendre que sa famille la voit autrement que comme une superstition à gérer. Je me souviens avoir fixé l'horloge du micro-ondes qui clignotait 17h42 dans mon appartement de la Croix-Rousse, à Lyon, comme si l'heure pouvait d'une manière ou d'une autre donner un sens à tout cela. Ce ne fut pas le cas. Je lui ai posé la seule question qui me semblait logique à ce moment-là. Donc, je n'ai pas le droit de venir au mariage de ma propre sœur, mais je dois quand même le payer. Il y eut une longue expiration à l'autre bout du fil, le genre que mon père utilise quand il s'apprête à expliquer pourquoi quelque chose d'injuste est en fait de ma faute. Amélie, la famille contribue. Tout le monde sait ça. Et le bonheur de ta sœur devrait compter pour toi. Ne pas venir est une chose. Ne pas aider financièrement en est une autre. Le chiffre qu'il a prononcé ensuite aurait aussi bien pu être un coup de poing en pleine poitrine, bien que mes mains soient restées parfaitement immobiles. 485 000 euros. Dit comme si c'était un pourboire laissé sur une table de restaurant. J'ai failli rire. Pas d'amusement. Plutôt de l'absurdité. Une partie de moi se demandait si cette conversation arrivait à quelqu'un d'autre et que j'étais juste en train d'écouter. Mais c'était la voix de mon père, utilisant ce ton de réprimande douce qu'il réserve au moment où il a besoin que j'obéisse sans poser de questions. Il a continué sur la tradition, la générosité, sur le fait que la communauté nous observait. J'ai senti quelque chose basculer silencieusement en moi, un interrupteur dont j'ignorais même l'existence. Donc, si je n'envoie pas l'argent, qu'est-ce que ça veut dire? Sa réponse est venue rapidement. Ça veut dire que tu ne veux pas que ta sœur ait un mariage béni. Ça veut dire que tu ne te soucies pas de ta famille. Mon père a continué de parler, mais j'ai cessé d'absorber les mots. Quelque chose à propos du pasteur Martin. Quelque chose sur l'harmonie spirituelle. Quelque chose sur les gens qui poseraient des questions si je me présentais sans être marié. Tout s'est brouillé comme des voix entendues sous l'eau. Mon esprit s'est déplacé vers des endroits plus calmes, des endroits qui avaient plus de sens. Le calendrier sur le mur avec la semaine du mariage de Camille entouré en vert. Le rappel que j'avais programmé il y a des mois. La réservation d'hôtel que j'avais proposé de couvrir à l'époque où je croyais encore que la gentillesse pourrait changer les habitudes de cette famille. Quand mon père a enfin cessé de parler, j'ai réalisé que je ne lui avais rien donné de ce qu'il demandait. Aucune promesse, aucune assurance, pas même de la colère. Juste le silence. Il a comblé ce silence de la même manière qu'il l'a toujours fait. Amélie, fais ce qu'il faut. Ne nous embarrasse pas. Envoie l'argent avant la semaine prochaine. Et ne viens pas. Ça gâcherait l'énergie. Puis il a raccroché. Pas un au revoir. Pas même un soupir. Juste un clic qui a sonné bien trop définitif. Je suis resté là comme une idiote, tenant toujours le téléphone, fixant le faible reflet de mon propre visage sur l'écran noir. Si quelqu'un m'avait demandé ce que je ressentais à ce moment-là, je n'aurais pas su quoi lui dire. La colère aurait eu du sens. La peine aurait été prévisible. Mais ce qui m'a surprise, c'est l'absence de tremblement, l'absence de larmes. Juste une immobilité qui ressemblait à de la clarté. Mon ordinateur portable était ouvert sur la table de la salle à manger, son écran de veille brillant doucement dans la lumière du début de soirée. J'ai marché vers lui parce que le mouvement semblait plus facile que de rester immobile. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir mon calendrier numérique. Ce cercle vert autour de la date du mariage semblait maintenant enfantin, presque naïf. J'ai cliqué une fois dessus. J'ai retenu mon souffle. Et j'ai supprimé tout le rappel.
L'écran a clignoté une demi-seconde, puis la semaine est redevenue vide, comme si elle n'avait jamais rien signifié. J'ai ensuite ouvert mon application bancaire. La liste des virements que j'avais effectués à ma famille au fil des ans défilait sur l'écran comme un registre d'obligations silencieuses que je n'avais jamais vraiment remises en question. Des paiements libellés, complémentaires santé, soutien ponctuel, prêts d'urgence, dépenses imprévues. Aucun d'entre eux n'a été questionné par moi, aucun n'a été remboursé par eux. Pendant un long moment, j'ai simplement regardé les chiffres. Pas l'argent lui-même, mais le schéma. Le cycle. L'attente enveloppée dans une gratitude qui ne durait que le temps de la prochaine demande. Il ne servait à rien de discuter avec mon père. C'était un jeu conçu pour que je perde. Chaque fois que je posais une question, il réécrivait les règles. Chaque fois que je fixais une limite, il la recadrait comme de l'égoïsme. Chaque fois que je donnais quelque chose, il oubliait de qui ça venait. Et maintenant, il avait décidé que je n'étais pas digne de me tenir dans une église au mariage de ma sœur. Non pas à cause de qui j'étais, mais à cause de ce qui me manquait. Une bague. Un mari. Un récit qui réconfortait leur sens de la normalité. J'ai fermé l'application bancaire. Puis, sans hésiter, j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai tapé « Vol pour Victoria, Seychelles ». Les résultats se sont affichés instantanément. Mon curseur n'a survolé qu'une seconde avant de sélectionner un palace 6 étoiles que je m'étais un jour promis de visiter quand la vie deviendrait enfin simple. J'avais toujours imaginé que j'irais là-bas pour célébrer quelque chose. Une promotion, une étape importante, un nouveau départ. Je n'aurais jamais pensé que je le réserverais parce que j'avais été exclu de la célébration de ma propre famille. La page de réservation demandait des dates. J'ai choisi la semaine exacte du mariage. Arrivé le vendredi matin. Départ 8 jours plus tard. Un contraire silencieux et délibéré à tout ce que mon père avait exigé. J'ai entré les informations de ma carte avec un calme que je ne comprenais pas entièrement. Quand j'ai appuyé sur « Confirmer », une petite boîte est apparue à l'écran, m'informant que ma réservation était complète. J'ai fixé cette confirmation pendant un long moment, laissant le poids de ce que cela signifiait s'installer. Mon téléphone a vibré à côté de moi. Un nouveau mail. De ma mère. L'objet disait simplement « Préservons la paix ». Je l'ai ouvert parce qu'une partie de moi espérait encore qu'elle pourrait me surprendre après toutes ces années. Elle ne l'a pas fait. Le message était rempli de douceur et d'inquiétude spirituelle. Elle écrivait sur les attentes de la communauté, sur ce que les gens disent, sur le fait que Camille était sensible à l'énergie avant les grands moments. Il y avait une phrase sur le fait que j'étais assez forte pour laisser passer cette seule chose au nom de l'harmonie. Une autre sur le fait que payer soutenait la bénédiction de l'union. Et, enfouie vers la fin, la phrase qui piquait d'une manière silencieuse et familière, « Tu sais que nous t'aimons, mais tu rends parfois les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. » J'ai senti l'immobilité s'installer plus profondément. Les mots de maman étaient toujours formulés avec affection, mais le message était le même que celui de papa. Obéis ou sois le problème. Donne ou sois ingrate. Porte le fardeau ou sois la déception. Ils avaient juste choisi des méthodes de livraison différentes. J'ai fermé le mail sans répondre. Il n'y avait rien à dire qui serait entendu de la manière dont je le pensais. Rien que je puisse expliquer qui ne serait pas transformé en égoïsme ou en drame. J'ai appris il y a longtemps que mon silence était souvent plus sûr que ma voix. Dehors, à travers les stores, je pouvais voir la lumière du porche s'allumer automatiquement alors que le soleil plongeait derrière la rangée d'immeubles en pierre de la rue d'en face. C'était le genre de quartier où les gens promenaient leurs chiens après le dîner et se saluaient de loin. Un endroit calme. Un endroit où il ne se passait jamais rien de dramatique, à moins de compter l'appel de mon père quelques instants plus tôt, ce qui, je suppose, se qualifiait si on le regardait sous un certain angle. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai essayé d'imaginer le mariage. Camille dans sa robe en dentelle. Maman s'affairant avec le voile. Mon père racontant des blagues aux invités qu'il voulait impressionner. Et moi, quelque part au loin, assis sous des palmiers avec un livre que je ne lirais probablement pas parce que mon esprit continuerait de tourner autour de la même attraction gravitationnelle familiale qu'il a toujours eue. Sauf que cette fois, je ne serais pas debout dans un coin, attendant de réparer ce qui n'allait pas. Réserver ce voyage ne ressemblait pas à une vengeance. Pas encore. Cela ressemblait plus à un soulagement.
Un petit acte précis de récupération de quelque chose que j'avais donné trop facilement pendant trop longtemps. L'espace. Le choix. Du temps où ma présence ou mon absence n'avait pas à être pesée contre le bonheur de quelqu'un d'autre. L'appartement était de nouveau silencieux. Mon téléphone était posé face contre table. Je savais que mon père attendrait un virement pour la semaine prochaine et que ma mère attendrait une réponse adoucie pour le matin. Mais ce soir, j'ai laissé le silence perdurer. Je me suis laissé respirer. J'ai laissé la décision s'installer sur mes épaules comme un manteau qui m'allait enfin. J'ai ouvert l'écran de virement par habitude, mes doigts bougeant comme ils l'avaient fait chaque fois que ma famille qualifiait quelque chose d'urgence. Mais cette fois, le chiffre que j'ai tapé était différent. 100 €. Rien de plus. Un paiement symbolique pour un rôle symbolique que je n'avais plus l'intention de jouer. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai regardé la confirmation clignoter sur l'écran. C'était l'adieu le plus doux possible. Puis j'ai réservé mon voyage aux Seychelles. La confirmation de vol était ouverte sur mon écran, le dernier détail d'une journée qui avait commencé si ordinairement et s'était terminée par un changement net et indéniable. J'ai fermé mon ordinateur portable lentement, écoutant le doux clic de sa fermeture. Il y aurait d'autres retombées. Il y en a toujours. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie curieuse au lieu d'avoir peur. Curieuse de ce qui se passerait quand je sortirais du rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Curieuse de la façon dont ils se débrouilleraient sans la réparatrice. Curieuse de savoir qui je pourrais être si j'arrêtais de me plier à la forme qui maintenait la paix. C'est la dernière pensée dont je me souviens avant d'éteindre la lumière de la cuisine et de me tenir dans l'embrasure silencieuse de mon appartement, sentant quelque chose de nouveau, de presque stable, s'installer en moi. Pas la liberté. Pas encore. Mais son commencement. Le commencement de la liberté, c'est tout ce que j'ai ressenti en éteignant la lumière de la cuisine. Le moment clair suivant dont je me souviens est arrivé 12 heures plus tard, lorsque les roues du jet ont touché le sol à Victoria et que les lumières de la cabine se sont allumées avec cette lueur douce et indulgente que les compagnies aériennes utilisent pour vous faire croire que la vie est plus douce qu'elle ne l'est. J'avais dormi peut-être 1 heure, mais je me sentais étrangement stable, presque propre, comme une pièce après que quelqu'un a sorti les poubelles. Pas plus légère. Juste plus claire. J'ai emporté ce sentiment avec moi en traversant la passerelle et en entrant dans l'air chaud des Seychelles qui s'est enroulé autour de mes épaules comme un contraste délibéré avec le silence froid que j'avais laissé derrière moi à Lyon. Au moment où j'ai atteint l'hôtel, le soleil s'était complètement levé et tout scintillait de cette luminosité humide qui rendait les couleurs trop saturées pour être réelles. Le hall sentait légèrement les agrumes et quelque chose de floral que je ne pouvais pas nommer. Quelqu'un a placé une serviette fraîche dans ma main, quelqu'un d'autre a offert un verre de jus d'ananas, et cela m'a frappé de voir depuis combien de temps personne ne m'avait tendu quelque chose sans rien attendre en retour. Je me suis enregistré, j'ai accepté la clé de la chambre et j'ai suivi un bagagiste à travers une cour ouverte où le son de l'eau résonnait doucement contre le carrelage blanc. C'était presque cérémoniel, d'entrer dans un endroit où personne ne me connaissait, où personne n'avait besoin que je répare quoi que ce soit. Quand la porte s'est fermée derrière moi dans la suite, je suis resté immobile un instant, n'écoutant rien. Pas de téléphone qui vibre, pas de pas, pas de voix dérivant à travers les murs. Juste le faible bourdonnement du ventilateur de plafond et le pouls lointain des vagues contre le rivage. J'ai posé mes bagages et je suis allé directement sur le balcon. L'océan s'étendait dans cette nuance impossible de turquoise qui ressemble à une récompense que vous n'avez pas méritée. Je me suis laissé l'inspirer, lentement et régulièrement, comme si l'air lui-même lavait quelque chose de ma peau. Mon téléphone a vibré à l'intérieur de la pièce, une faible vibration adoucie par l'épaisse moquette. Je ne l'ai pas vérifié. Pas encore. J'ai retourné l'appareil, maintenu le bouton enfoncé et mis en sourdine toutes les alertes sauf les contacts d'urgence. L'écran est redevenu sombre. C'était remarquable à quel point une vie pouvait devenir silencieuse quand on cessait de laisser toutes les portes ouvertes pour que les gens entrent. Je suis resté assise sur le balcon pendant longtemps, assez longtemps pour que le soleil se déplace et peigne différents motifs sur la balustrade. Mon esprit dérivait de cette manière lâche et vagabonde qu'il a quand il n'y a pas d'incendie immédiat à éteindre. C'est à ce moment-là que de vieux mots ont commencé à refaire surface, ce que ma mère disait chaque fois que la vie semblait incertaine. Certaines femmes portent de lourdes destinées. D'autres amènent la tempête sans le vouloir. Ton aura a toujours été puissante, Amélie. Le puissant peut être dangereux. J'avais l'habitude d'acquiescer comme si ces idées avaient un sens, comme si l'énergie,
le destin et les forces invisibles étaient des choses dont je devais tenir compte en planifiant ma vie. Ce n'est que maintenant, à des kilomètres de là, que je pouvais entendre le poids que ces phrases avaient tranquillement placé sur mes épaules. Un autre souvenir a refait surface. Un après-midi différent, des années plus tôt. Maman avait posé sa main sur ma joue et dit qu'une femme sans mari devait faire attention en assistant à des mariages. Trop d'énergie vulnérable. Trop d'esprit qui regarde. À l'époque, j'avais ri parce que cela ressemblait à l'une de ces petites superstitions, le genre qu'elle attrapait auprès de ses amis de l'église ou d'articles qu'elle lisait à moitié. Je ne réalisais pas alors à quel point elle y croyait profondément, à quel point mon père l'adopterait, avec quelle facilité il l'utiliserait comme raison pour m'exclure d'un moment qu'il prétendait sacré. Le téléphone a de nouveau vibré à l'intérieur. Je l'ai laissé faire. J'avais pris une décision au moment où j'ai réservé ce voyage. Je ne fuyais pas. Je me retirais avec intention. Je ne m'expliquerais pas. Je ne m'excuserais pas de ne pas être là où il me voulait. Je ferais simplement un pas en arrière et j'observerais, me donnant enfin la distance dont j'avais besoin depuis des années. Je suis retourné dans la chambre et j'ai ouvert les rideaux plus largement, laissant la lumière s'étirer sur le lit. Ma valise était ouverte sur le banc, et j'ai déballé lentement, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que les petits gestes me semblaient rassurants. J'ai plié les vêtements dans les tiroirs, aligné mes articles de toilette sur le comptoir de la salle de bain, rangé mes sandales près de la porte coulissante. Il y avait quelque chose d'étonnamment apaisant à faire en sorte qu'un espace temporaire ressemble à un foyer, surtout quand mon véritable foyer ne s'était jamais entièrement senti comme tel. Quand j'ai finalement attrapé mon téléphone, c'était plus par curiosité que par obligation. L'écran s'est allumé avec des appels manqués empilés les uns après les autres, le plus récent horodaté à 9h27 du matin. 10 appels de maman. 4 de papa. 2 d'un numéro inconnu que je soupçonnais d'appartenir à l'une des amies de l'église de maman agissant comme émissaire. Je n'ai ouvert aucun d'eux. J'ai fait défiler la liste jusqu'en bas, où un seul message non lu attendait. C'était de Camille. 4 mots. Où es-tu, Amélie? Un instant, je l'ai juste regardé, laissant mon esprit parcourir tous les tons possibles dans lesquels elle aurait pu l'écrire. Colère. Peur. Confusion. Désespoir. Avec Camille, c'était toujours un mélange d'innocence et d'accusation, difficile à séparer. Elle avait une façon de paraître être la victime même quand c'était elle qui tenait l'allumette. J'ai effleuré l'écran mais n'ai pas ouvert complètement le message. Je savais déjà en quoi il se transformerait. Une demande. Une justification. Un rappel du devoir familial. Ou pire, une supplique enveloppée de flatterie. J'ai posé le téléphone face contre le bureau et je suis retourné sur le balcon. La brise s'était légèrement levée, emportant l'odeur d'eau salée et de crème solaire de la plage en contrebas. J'ai regardé un couple marcher main dans la main le long du rivage, leurs empreintes s'effaçant derrière eux à mesure que la marée montait. Il y avait quelque chose d'étrangement réconfortant là-dedans. La preuve que tout s'adoucit avec suffisamment de distance et de temps, même les marques laissées intentionnellement. Je n'étais pas naïve. Je savais que choisir le silence provoquerait des remous. Ma famille fonctionnait comme une machine qui nécessitait un apport constant de ma part pour continuer à fonctionner sans heurts. Si j'arrêtais de l'alimenter, les engrenages grinceraient. Ils me reprocheraient le bruit. Ils m'accuseraient de créer la friction alors que tout ce que j'avais jamais fait était de la réduire. Le téléphone a de nouveau vibré. Une seule vibration. Un autre message de Camille est apparu sur l'écran d'aperçu. J'ai besoin de te parler. C'est urgent. Urgent était un mot que ma famille utilisait souvent, généralement lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose à la dernière minute ou lorsque quelqu'un faisait une erreur que j'étais censé réparer. J'ai attendu, m'attendant à un message de suivi. Plus de contexte. Plus de drame. Rien n'est venu. Juste cette seule phrase posée là comme une petite alarme. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je voulais la punir, mais parce que j'avais enfin compris que mes réponses immédiates étaient devenues une sorte de monnaie dont il dépendait. Si je répondais maintenant, même par gentillesse, cela signalerait que ma limite était négociable. Et j'avais enfin, douloureusement, appris que les limites ne fonctionnent que lorsqu'elles ne sont pas pliées par commodité. Je suis resté dehors jusqu'à ce que le soleil baisse. La lumière s'est adoucie, transformant la surface de l'océan en quelque chose de presque métallique.
Les gens se sont rassemblés près de la piscine, riant, trinquant, s'enfonçant dans des chaises longues. Le sentiment qui m'a envahi alors n'était pas la solitude. C'était quelque chose de plus proche d'une liberté inhabituelle. Un espace où je n'avais pas à anticiper les réactions de quiconque ni à absorber la déception de quiconque. Quand le ciel est passé à des bleus et des violets plus profonds, je suis retourné à l'intérieur et j'ai pris une douche. L'eau était chaude et stable, un contraste avec le système trop chaud, trop froid de mon appartement qui avait toujours eu besoin d'être réparé mais ne semblait jamais assez urgent pour être programmé. Ensuite, je me suis enveloppé dans le grand peignoir de l'hôtel et je me suis assise sur le bord du lit avec une jambe séchée à la serviette repliée sous moi. Mon téléphone reposait sur la table de chevet, silencieux maintenant, comme s'il avait renoncé à essayer de m'invoquer. J'ai laissé mon esprit dériver à nouveau, cette fois vers quelque chose de plus simple. La notion d'être indisponible. Vraiment indisponible. L'idée semblait presque illicite, comme sécher les cours ou se déclarer malade juste pour errer sans but. J'ai alors réalisé que je n'avais pas pris de vraies vacances depuis des années. Chaque voyage à la maison avait été une négociation. Chaque fête avait été une performance. Chaque appel du soir avait contenu une demande cachée ou un exercice d'équilibrage émotionnel. Ici, à des kilomètres de quiconque attendait quoi que ce soit de moi, le silence ressemblait moins à un vide qu'à un répit. Finalement, je suis retourné sur le balcon pour un dernier regard sur l'océan avant de me coucher. L'eau était plus sombre maintenant, mais toujours agitée, se déplaçant selon des rythmes doux et prévisibles. Une pensée s'est installée en moi lentement, ni dramatique, ni triomphante, juste vraie. Pour la première fois de ma vie, j'étais dans un endroit qui n'avait besoin de rien de moi. Un endroit où je pouvais laisser le monde exister sans mes soins constants. Un endroit où je pouvais laisser tout à la maison s'effondrer sans intervenir pour l'arrêter. Cette prise de conscience m'a accompagné alors que je retournais dans la chambre et fermais les rideaux pour la nuit, une reconnaissance silencieuse que c'était le début de quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à ressentir auparavant. Pas de la rébellion. Pas de l'évasion. Juste le simple fait de ne pas être celle qui tenait tout ensemble. Je suis resté longtemps dans la chambre sombre après avoir fermé les rideaux, écoutant le faible bourdonnement du climatiseur comme si c'était la première chose stable que j'entendais depuis des années. Le sommeil est venu par vagues courtes, peu profond et agité, mais lorsque la lumière du matin a légèrement pressé contre mes paupières, je me suis senti plus éveillé que prévu. Il y avait quelque chose dans le fait de se réveiller loin de chez soi qui dénouait les souvenirs dans mon esprit, de la même manière que l'eau chaude décolle le vieux ruban adhésif d'une boîte. Je n'avais pas prévu de penser au passé, mais les pensées ont une façon de dériver où elles veulent quand le présent cesse enfin de faire des demandes. J'ai préparé du café dans la petite machine de la chambre, non pas parce qu'il était bon mais parce que le mouvement familier aidait à ralentir ma respiration. En remuant un sachet de crème en poudre dans la tasse, une année m'est revenue en mémoire. 2013. J'avais 30 ans alors, occupant mon premier véritable emploi salarié dans le centre de Lyon. Je me souviens du moment exact où mon téléphone a vibré sous mon bureau. C'était un SMS de maman, écrit en phrases trop longues, trop vagues et trop urgentes. Il y avait eu un trou dans la couverture médicale, disait-elle. L'assurance ne couvrirait pas tout. Mon père était malade, mais stable, mais les factures arrivaient vite. La façon dont elle l'a présenté donnait l'impression que ne pas aider serait cruel, tandis qu'aider serait un noble acte de dévotion filiale. Je suis sorti dans le couloir près des ascenseurs et je l'ai rappelée. Elle semblait fatiguée, ou peut-être voulait-elle paraître fatiguée. Je me souviens avoir pressé mon pouce dans la couture de la poche de mon blazer, sentant le tissu tirer. Je lui ai dit que j'enverrais ce que je pouvais après le travail. Elle a soupiré un doux merci et j'ai senti quelque chose se détendre en moi, comme si ma responsabilité avait été activée par un interrupteur. Ce soir-là, j'ai viré 3000 €. Elle a répondu par un message plein de gratitude et d'émojis en forme de cœur que je savais qu'elle avait copié d'un fil de discussion inspirant. Le lendemain matin, elle a de nouveau envoyé un SMS pour dire que mon père se sentait mieux et que le stress diminuait. Le vendredi, elle a cessé d'en parler complètement. Aucune mise à jour. Aucun reçu. Juste le silence là où la crise avait été. Avec le recul, j'aurais dû poser des questions. J'aurais dû demander des détails. Mais j'avais 30 ans, désireuse de prouver que je pouvais être utile, désireuse d'être le genre de fille qui facilite les choses. Alors j'ai laissé le silence s'installer. Tout allait bien, me suis-je dit. Et bien était tout ce que je visais avec eux.
3 ans plus tard, en 2016, la demande suivante est apparue. J'avais oublié la première à ce moment-là, ou peut-être l'avais-je simplement pliée dans la longue liste des choses que les filles étaient censées faire. Je vivais dans un petit appartement près du parc de la Tête d'Or à cette époque, louant un endroit avec des planchers qui craquaient et un balcon qui donnait sur un parking. Je venais de m'asseoir avec un bol de pâtes de la veille quand mon téléphone a sonné. C'était mon père cette fois. Sa voix était plus nette, plus directe. Il a dit que la famille avait besoin d'un prêt relais. C'est l'expression qu'il a utilisée, comme si nous discutions d'une affaire commerciale au lieu d'un problème domestique. Il y avait un trou dans leur paiement hypothécaire après un retard de refinancement. Ils attendaient sa prime de travail. C'était temporaire. Une solution rapide. Juste jusqu'à ce que les choses s'éclaircissent. Je me souviens avoir senti un pincement entre mes tempes, pas une douleur exactement, juste une pression. Mon père me demandait rarement quelque chose directement. Il préférait que maman prépare le terrain d'abord. Mais cette fois, il est venu directement à moi, utilisant ce ton confiant qui suggérait qu'il n'y avait aucun monde dans lequel je refuserais. J'ai demandé de combien ils avaient besoin, sachant déjà que la réponse serait plus élevée que ce que je me sentais à l'aise de donner. Il a dit 4 000 €. Il l'a dit nonchalamment, comme si c'était le prix d'une escapade d'un week-end ou d'un nouveau jeu de pneus. Je lui ai dit que je l'enverrais le lendemain matin. Il m'a remercié, mais une seule fois, et rapidement, comme si s'attarder sur la gratitude pouvait le faire paraître dépendant. Le lendemain, j'ai fait le virement. Maman a envoyé un long message me remerciant de maintenir la famille unie. Mon père n'a rien envoyé. Une semaine a passé. Puis un mois. La vie a continué. Personne n'a plus mentionné le prêt. Il n'y a eu aucun remboursement, aucune reconnaissance que cela avait jamais été un prêt. Quand j'ai demandé une fois à maman si le refinancement avait abouti, elle a changé de sujet pour parler de la vie sociale de Camille. J'ai appris alors que certaines questions invitaient à l'inconfort, et l'inconfort était traité comme un manque de respect. J'ai siroté mon café de l'hôtel et j'ai laissé le souvenir s'éloigner à nouveau. Je n'ai ressenti aucune colère envers cette version plus jeune de moi-même. Elle faisait ce qu'elle croyait qu'une bonne fille faisait. Elle suivait un script dont elle avait hérité sans jamais lire les petits caractères. J'ai ressenti une sorte de compassion silencieuse pour sa naïveté, peut-être même de l'envie pour la rapidité avec laquelle elle avait cru que la générosité lui assurerait une place dans la famille qui se sentirait en sécurité. 2019 est arrivé dans mon esprit avec une texture différente. J'étais plus âgé alors. 36 ans. Plus établi dans ma carrière. Croyant toujours que je me rapprochais de la version de moi-même qui pourrait enfin dire non et le penser. Mais Camille avait des projets cette année-là. Elle a décidé qu'elle voulait devenir créatrice de contenu. Pas de manière modeste, pas comme un passe-temps. Elle était convaincue qu'elle était destinée à un public plus large, que les gens aimeraient son authenticité, son humour, sa beauté. Elle l'a dit de la manière dont les gens décrivent le destin, avec conviction et éclat. Elle est venue me voir de la manière dont elle le faisait toujours quand elle voulait quelque chose. Les yeux brillants. La voix douce. Elle avait besoin d'aide pour lancer sa marque. Un nouvel appareil photo, du matériel d'éclairage, des logiciels. Peut-être un petit coussin pour lui donner l'espace de se concentrer sur le contenu à plein temps. Elle a dit qu'elle me rembourserait. Elle a dit que ce rêve comptait pour elle. Elle a dit que cela changerait tout. Je me souviens être assise en face d'elle dans un café du boulevard des Belges. La table était petite, et ses mains effleuraient constamment les miennes pendant qu'elle parlait. C'était une tactique qu'elle utilisait souvent, une proximité physique qui brouillait les frontières entre la sincérité et la manipulation. Je voulais la croire. Je voulais la soutenir parce qu'elle était ma sœur et parce que c'était ce que j'avais toujours fait. Alors j'ai viré 3 500 €. Elle m'a envoyé une série de messages de remerciements. Des notes vocales. Des promesses sincères. 3 mois plus tard, elle a cessé de mentionner la chaîne. 6 mois plus tard, le matériel qu'elle avait acheté était en vente sur une application de quartier. 1 an plus tard, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vraiment aimé la création de contenu. J'ai hoché la tête, parce que c'est ce que je faisais. J'ai hoché la tête et j'ai dit que ce n'était pas grave. J'ai hoché la tête et j'ai laissé le silence couvrir le fait que le prêt n'a jamais été remboursé et jamais mentionné à nouveau. Debout sur le balcon maintenant, regardant les vagues rouler en motifs prévisibles, je pouvais voir le fil conducteur qui traversait toutes ces années.
Une demande. Un virement. Une explosion de gratitude. Puis le silence. À chaque fois. Comme une horloge. Je n'ai jamais insisté. Je n'ai jamais questionné. Non pas parce que j'étais faible, mais parce que je croyais qu'en les aidant, je finirais par gagner leur compréhension. Leur respect. Peut-être même un amour qui ne dépendait pas de mon utilité. Personne ne m'avait jamais demandé si j'en avais les moyens. Personne ne m'avait demandé si cela ajoutait du stress à ma propre vie. Personne ne s'était demandé si j'étais seul, ou fatigué, ou usé par l'attente constante. Pas une seule fois au cours de toutes ces années, personne dans ma famille ne m'a regardé et ne m'a posé la question la plus simple. Amélie, est-ce que ça va? La prise de conscience est arrivée avec une douceur surprenante. Ni aiguë, ni douloureuse, juste vraie. J'étais devenue la réparatrice bien avant de réaliser que je jouais ce rôle. Il ne m'a jamais été assigné. Je suis simplement entré dans l'espace où tout le monde refusait de se tenir. J'ai comblé les lacunes. J'ai lissé les angles. J'ai fourni des solutions. Et avec le temps, ils ont oublié que c'était un effort. Ils ont oublié que cela avait un coût. Ils ont oublié que je choisissais d'aider, que je n'étais pas obligé. Le soleil est monté plus haut, dispersant des reflets brillants sur l'eau. J'ai posé mes mains sur la balustrade du balcon et j'ai laissé le poids du passé s'installer exactement là où il devait être. Pas effacé. Pas pardonné. Juste compris. Pour la première fois de ma vie, je pouvais voir le schéma clairement. Et la clarté, ai-je appris, est sa propre forme de liberté. La lumière du matin à Victoria avait cette lueur douce et indulgente qui faisait paraître tout plus doux que ça ne l'était. Je me suis réveillé lentement, le son des vagues dérivant à travers la porte du balcon entr'ouverte, et pendant quelques secondes, j'ai oublié qu'il y avait un monde au-delà de cette pièce qui voulait quelque chose de moi. Je suis resté immobile, laissant les draps se rafraîchir autour de mes jambes, laissant mon souffle s'installer dans un rythme facile qui semblait presque inconnu. Il a fallu un effort pour me souvenir que chez moi, les choses commençaient probablement déjà à s'effondrer. Je me suis dirigé vers la petite kitchenette, j'ai préparé le café léger de l'hôtel et j'ai porté la tasse sur le balcon. D'ici, l'océan semblait être cousu de longs rubans bleus et verts, se déplaçant à un rythme qui n'avait rien à voir avec l'urgence humaine. J'ai siroté lentement, laissant la chaleur s'installer derrière mes côtes. Un vent doux a soulevé mes cheveux et pendant un instant, j'ai envisagé la possibilité que la paix puisse être quelque chose qu'une personne pourrait réapprendre, de la même manière qu'on réapprend l'écriture manuscrite après des années de frappe. Mon téléphone était posé face contre table à côté de moi. Je m'étais promis de ne pas le prendre dès le matin. Cette promesse semblait presque rebelle, comme sécher les cours quand j'étais adolescente. Le silence autour de moi était une sorte de luxe que je ne me souvenais pas avoir ressenti auparavant, et j'ai essayé de le laisser remplir l'espace où l'obligation siégeait habituellement. Finalement, la curiosité m'a poussé. Pas assez pour briser complètement le silence, juste assez pour retourner le téléphone et jeter un coup d'œil à l'écran de verrouillage. D'autres appels manquaient. Une poignée de notifications de messagerie vocale. Une courte série de SMS de numéros que je ne reconnaissais pas, probablement des personnes liées au mariage d'une manière ou d'une autre. Je n'ai ouvert aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai reposé le téléphone, l'écran vers le haut cette fois, comme une petite déclaration que je ne me cachais de rien. Je choisissais simplement de ne pas participer. J'ai passé une partie de la matinée à marcher le long du rivage. Le sable était chaud sous mes pieds, et la brise portait l'odeur de crème solaire et de sel. Quelques familles étaient rassemblées près de l'eau, des enfants riant de cette manière sauvage et décomplexée que les enfants ont quand ils ne sont pas encore conscients de la rapidité avec laquelle la joie peut être interrompue. Je les ai regardés pendant un moment, laissant le rythme de leur voix remplacer le bruit que j'avais l'habitude de naviguer chez moi. Vers midi, alors que je flottais sur le dos dans la piscine de l'hôtel, mon esprit a dérivé vers Lyon et les préparatifs du mariage qui battaient très probablement leur plein. Je pouvais presque imaginer la scène. L'organisatrice de mariage arpentant l'église, feuilletant un classeur avec des rubans qui dépassaient des bords. Les traiteurs déchargeant des plateaux. Les fleuristes essayant de retravailler des arrangements qui ne correspondaient pas aux photos d'inspiration que Camille avait imprimées. Tous s'attendaient à une coordination sans faille, des paiements parfaitement synchronisés et aucune perturbation. Je savais exactement à quel point la structure financière derrière ces préparatifs dépendait de l'hypothèse que j'interviendrais. C'était comme ça depuis des années.
J'étais devenu une sorte de fondation invisible, soutenant les parties de leur monde qui étaient instables. Et maintenant, en ne faisant rien du tout, je m'étais retiré de cette place familière. C'était remarquable à quel point l'absence d'une seule personne pouvait rapidement changer tout l'équilibre. En début d'après-midi, je suis retourné dans ma chambre, j'ai rincé l'eau salée de ma peau et j'ai enfilé une robe en coton doux. Je me suis assise sur le bord du lit, attrapant la bouteille d'eau que le personnel d'entretien avait laissée sur la table de chevet. Alors que je prenais une gorgée, mon téléphone s'est allumé avec un appel entrant. J'ai immédiatement reconnu le nom. Mon conseiller de la banque. Pendant une fraction de seconde, de vieux réflexes ont surgi. L'instinct de répondre immédiatement, de trouver un endroit calme, de résoudre le problème qui était apparu. Mais le sentiment est passé aussi vite qu'il est venu. J'ai répondu à l'appel, mais sans l'urgence qui guidait autrefois mes mouvements. Il m'a salué avec une politesse professionnelle, puis a expliqué qu'un important paiement programmé lié à un événement familial avait été signalé en raison d'informations insuffisantes sur le compte bénéficiaire. Il m'a demandé si j'avais un moment pour vérifier la nature du virement. Sa voix ne portait aucune émotion, mais l'implication était claire. Quelque chose dans le budget du mariage dépendait d'argent qui ne se comportait pas comme prévu. Je lui ai dit calmement que j'étais au courant de la transaction mais que je n'autoriserais aucun détail supplémentaire. Il a fait une pause, comme pour me donner le temps de reconsidérer. Quand je n'ai pas parlé, il a dit qu'il comprenait et qu'il noterait le dossier en conséquence. L'appel s'est terminé sans aucune tension, sans aucune urgence de ma part, et sans que j'offre l'explication ou l'assurance habituelle que je m'étais toujours senti obligé de fournir. En posant le téléphone, une prise de conscience silencieuse m'a traversé. C'était la première fois que je permettais à un problème de rester un problème sans intervenir pour le résoudre. Le sentiment n'était pas triomphant. Ni vindicatif. Juste stable. C'était comme poser une boîte lourde après l'avoir portée plus loin que prévu. Je suis retourné sur le balcon et le soleil a frappé mes épaules en une ligne chaude et uniforme. Les palmiers se balançaient doucement, leurs feuilles bruissant dans un rythme qui correspondait au bourdonnement dans ma poitrine. J'ai regardé les touristes dériver entre la piscine et le bar, commandant des boissons avec des brochettes de fruits et des parasols colorés. Aucun d'eux ne semblait pressé par le temps. Aucun d'eux ne semblait lié à des exigences qui attendaient à des kilomètres de là. Pendant ce temps, à Lyon, je pouvais imaginer les murmures commencer. Un retard de paiement. Un fournisseur appelant l'organisatrice de mariage. Quelqu'un disant à ma mère que l'énergie autour des préparatifs semblait étrange. Je savais exactement comment elle réagirait. Elle s'appuierait sur son scénario familier. Une turbulence spirituelle, dirait-elle. Une aura perturbée. Peut-être que la présence de quelqu'un interférait avec le flux des bénédictions. Elle avait toujours été prompte à attribuer des problèmes logistiques à des causes mystiques, comme si la véritable explication était trop ordinaire pour porter le fardeau de la déception. Je me suis tenu contre la balustrade du balcon, laissant le soleil réchauffer le haut de mes bras. L'air était épais et doux. Il m'est venu à l'esprit que pendant toutes les années où ma famille m'avait qualifié de malchanceuse, d'aura lourde ou d'énergétiquement compliquée, personne n'avait jamais pris le temps de se demander si leur dépendance constante avait été la source de leur malaise. Il a toujours été plus facile de blâmer quelque chose d'invisible que de reconnaître un déséquilibre. La journée s'est étirée jusqu'en fin d'après-midi. J'ai lu quelques chapitres d'un livre que j'avais apporté, bien que mes yeux aient plus dérivé qu'ils ne se soient concentrés. J'ai fait une courte sieste, laissant les sons doux du couloir me bercer dans un sommeil léger. Quand je me suis réveillé, le ciel extérieur était teinté de rose, le genre de couleur qui n'apparaît que brièvement avant de s'estomper dans le crépuscule. Je suis retourné à la plage, laissant mes pieds s'enfoncer dans le sable frais. La marée était montée, se rapprochant du rivage, laissant derrière elle des zones lisses qui reflétaient la lumière mourante. J'ai marché lentement, savourant le rythme de mes propres pas. Pas de précipitation. Pas d'obligation. Aucune attente prête à m'engloutir. Alors que le soleil baissait, j'ai senti cette même clarté de la veille s'installer plus profondément. Je n'avais rien fait tomber. J'étais simplement sorti du rôle que tout le monde supposait que je remplirais. Et sans moi là, à étayer la structure, le système a commencé à révéler ses fissures. J'ai fait une pause, laissant la brise balayer mon visage, et j'ai regardé l'eau. Elle se déplaçait en ligne stable et véridique, indifférente à la déception ou au blâme. À ce moment-là, j'ai compris que chaque effondrement commence bien avant que quiconque ne le remarque.
Certains fils ne se montrent que lorsque la personne qui les a toujours tenus desserre enfin sa prise. Et je me suis laissé ressentir le silence de cette vérité alors que le ciel s'assombrissait sur les Seychelles. Le lendemain matin est arrivé avec ce genre de lumière douce et stable qui fait paraître le monde brièvement intact. Je me suis réveillé sans réveil, comme le font les gens quand leur esprit a été trop étiré et qu'il finit par se rendre à l'immobilité. L'air qui passait par la porte du balcon portait une touche de sel et quelque chose de sucré, peut-être des fleurs qui bordaient les allées en contrebas. Un instant, je me suis permis d'oublier que la journée avait une signification autre que le calme devant moi. Je me suis habillé lentement, choisissant un pantalon en lin ample et un chemisier léger, et j'ai traversé la pièce avec une aisance que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mon corps semblait plus lourd que d'habitude, non pas de crainte, mais d'une sorte de fatigue installée. Le genre qui vient après avoir décidé d'arrêter de jouer un rôle. Quand j'ai atteint le café de l'hôtel, la majeure partie de l'agitation matinale était passée, laissant quelques couples s'attarder à des tables avec des tasses de café à moitié vides. J'ai choisi une table sur la terrasse surplombant l'eau et j'ai commandé le petit déjeuner. Le café est arrivé en premier, fort et plus noir que celui que j'avais préparé dans ma chambre. J'ai ajouté un sachet de sucre, le regardant se dissoudre, et je me suis rappelé que quelque part en Auvergne, les gens s'habillaient déjà, s'alignaient, ajustaient des voiles, murmuraient des prières, réappliquaient du rouge à lèvres. Quelque part, Camille arpentait probablement une suite nuptiale, entourée d'amis triés sur le volet et de parents en qui elle avait confiance pour lui dire qu'elle était radieuse. La cérémonie était prévue pour 11 heures du matin, heure de l'Est. Cela signifiait qu'ils avaient environ 3 heures d'avance sur moi. Au moment où mon omelette est arrivée, il faisait probablement entrer les invités dans la chapelle, les asseyant sur de longues rangées de bois poli, diffusant une musique douce dans les haut-parleurs. J'ai coupé mon petit déjeuner lentement, mangeant sans me presser. De temps en temps, mon téléphone vibrait, roulant légèrement sur la table. Je ne l'ai pas vérifié. Pas encore. Je voulais que ce moment reste intact de tout chaos qui pourrait se dérouler. Après avoir fini la majeure partie de mon repas, j'ai finalement retourné le téléphone. Quelques appels manqués. Une poignée de SMS. Une notification de messagerie vocale d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai de nouveau posé le téléphone, le laissant respirer, me laissant respirer. L'océan devant moi scintillait sous le soleil levant, chaque vague captant la lumière différemment. Je me sentais étrangement isolé, comme si je regardais ma vieille vie à travers une vitre épaisse. J'ai commandé une autre tasse de café et je me suis penché en arrière dans ma chaise. La brise s'est légèrement levée, apportant avec elle le son de rire lointain d'un groupe près de la piscine. J'écoutais encore leur voix quand mon téléphone s'est de nouveau allumé, cette fois avec un appel entrant d'un numéro qui semblait vaguement familier. Je l'ai regardé sonner, hésitant à l'ignorer. Quelque chose m'a poussé. La curiosité, peut-être. Ou l'intuition. J'ai répondu. Une voix de femme est parvenue, rapide et tendue. Bonjour, Amélie. C'est Sandrine. Je suis l'organisatrice du mariage de votre sœur. J'espère que je ne vous dérange pas. Je me suis redressé légèrement. Elle semblait maîtrisée, mais sa respiration portait un tremblement. Ce n'est pas un mauvais moment, ai-je dit. En quoi puis-je vous aider? Il y eut une pause. Puis elle a expiré brusquement, comme si elle se préparait. J'appelais pour savoir si vous aviez eu des nouvelles d'Antoine. Il a quitté les lieux il y a environ 30 minutes et personne ne peut le joindre. Nous essayons de déterminer s'il revient. Mon estomac s'est noué, non pas de surprise, mais de reconnaissance. Certains désastres ont une texture que l'on peut sentir bien avant leur arrivée. Je n'ai pas eu de ces nouvelles, ai-je dit. Je ne suis pas en Auvergne. Oui, a-t-elle répondu rapidement, votre mère l'a mentionné. Elle a dit qu'il y avait des préoccupations spirituelles. Je voulais confirmer si vous saviez quelque chose qui pourrait nous aider à le localiser. J'ai fermé les yeux brièvement. L'expression « préoccupation spirituelle » semblait presque clinique venant d'une étrangère. Non, je ne sais rien, ai-je dit doucement. Une autre pause. Merci. Nous continuerons à essayer de le joindre. Je pensais juste que enfin, peu importe. Elle a mis fin à l'appel doucement. J'ai regardé le téléphone pendant plusieurs secondes avant de le poser sur la table. La brise a effleuré mes bras, refroidissant la chaleur qui s'y était accumulée. Je suis resté très immobile, écoutant les vagues lointaines.
Quelque part au loin, une porte s'était ouverte, ou peut-être une illusion s'était fissurée. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir aux implications avant que le téléphone ne vibre violemment. Une notification de messagerie vocale est apparue, immédiatement suivie de 2 autres. Puis un appel de maman. Je l'ai laissé sonner. Mon café était devenu tiède, mais je l'ai bu quand même, ayant besoin de quelque chose pour m'ancrer. Le téléphone a de nouveau vibré. Une autre messagerie vocale. Puis le nom de mon père a clignoté sur l'écran. J'ai senti une lueur de quelque chose en moi, pas de la crainte exactement, mais un resserrement familier, comme un réflexe qui n'avait pas encore appris qu'il n'était plus nécessaire. J'ai laissé l'appel aller à la messagerie vocale. D'autres alertes. Le téléphone vibrait constamment maintenant, comme s'il essayait de ramper sur la table vers moi. Je l'ai finalement pris, le tenant lâchement, et j'ai ouvert l'onglet de la messagerie vocale. Le premier message était de mon père. Sa voix a tonné à travers l'enregistrement. « Amélie, qu'as-tu fait ?» Sa respiration était audible, lourde. « Antoine est parti. Il s'est enfui. C'est de ta faute. Si tu t'étais présentée comme une sœur normale, rien de tout cela ne serait arrivé. J'espère que tu es satisfaite. » Le message s'est coupé brusquement. J'ai écouté le deuxième. La voix de maman, fine et cassée. « Amélie, s'il te plaît. S'il te plaît, appelle-nous. Quelque chose ne va pas. Le pasteur dit qu'il y a peut-être une interférence. Il dit que l'énergie de quelqu'un perturbe la bénédiction. Ta sœur est hors d'elle. Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, décroche. » J'ai fermé les yeux, laissant les sons s'estomper. Le troisième message était de Camille. Sa voix était hachée, comme si elle avait pleuré pendant des heures déjà. « Amélie, s'il te plaît, réponds. J'ai besoin de toi. Je sais que les choses ont été difficiles entre nous, mais je ne le trouve pas. Personne ne le trouve. Ils disent qu'il est parti dans son camion. Il devait rencontrer le pasteur. S'il te plaît, appelle-moi. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai besoin de toi. » J'ai tenu le téléphone lâchement pendant longtemps. Le ciel au-dessus de l'eau avait commencé à virer vers un bleu plus profond, plus intense, plus réfléchissant. Je pouvais sentir le poids de la messagerie vocale dans ma poitrine, mais ce n'était pas la lourdeur frénétique que j'aurais pu ressentir dans une autre vie. C'était quelque chose de plus terne. De plus ancien. Quelque chose comme de la résignation mêlée à un mince fil de chagrin. Une autre alerte a sonné. Un nouveau message. J'ai hésité, puis j'ai appuyé sur lecture. C'était à nouveau l'organisatrice du mariage. Sa voix était plus douce maintenant. « Amélie, je voulais vous tenir au courant. La cérémonie a été suspendue indéfiniment. Le pasteur a informé les invités. Camille est dans la pièce du fond avec vos parents. Nous essayons de garder le calme. Si vous recevez ceci et avez des informations qui pourraient nous aider à joindre Antoine, veuillez me contacter. Je suis désolé de vous déranger. » J'ai posé le téléphone et je me suis penché en arrière dans ma chaise, laissant le soleil se poser sur mon visage. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. Aucun triomphe. Aucune de ces vengeances que les gens imaginent dans de tels moments. Seulement de la fatigue. Une fatigue profonde, jusqu'aux os, qui montait lentement de quelque part dans ma poitrine. Le serveur s'est approché discrètement et a débarrassé mon assiette. Il a demandé si j'avais besoin de quelque chose d'autre. Je lui ai dit que non. Ma voix semblait égale à mes propres oreilles, calme d'une manière qui semblait étrange. Il s'est éloigné et je suis resté à la table, fixant mes mains posées calmement à côté du téléphone. D'autres appels sont arrivés. D'autres SMS. Mon écran s'est rempli de notifications jusqu'à ce que j'arrête de compter. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Finalement, je me suis levé, je suis retourné vers la plage et j'ai laissé les sons de conversation et de rire remplacer le chaos qui vibrait dans ma poche. J'ai trouvé un coin ombragé près de l'eau et je me suis assise, laissant mes orteils s'enfoncer dans le sable frais. Un couple est passé en se tenant la main. Un enfant traînait un seau dans la marée, criant à chaque fois qu'un petit poisson s'enfuyait. La vie continuait, indifférente à l'implosion d'un mariage qui se déroulait à des centaines de kilomètres du rivage. J'ai expiré lentement et je me suis appuyé sur mes mains.
J'ai pensé à Camille dans sa suite nuptiale, arpentant le sol dans sa robe, le mascara striant les coins de ses yeux. J'ai pensé à maman murmurant des prières, demandant conseil. J'ai pensé à mon père dirigeant sa frustration n'importe où sauf vers l'intérieur. Ils tournaient probablement en rond, chacun cherchant la variable qui avait cassé l'équation. Et parce qu'ils avaient été conditionnés à me voir comme le composant imprévisible, l'explication leur semblait évidente. Mais je savais mieux. Certaines structures ne s'effondrent pas à cause d'une seule pièce manquante, mais parce que le poids qu'elles portent n'a jamais été stable au départ. Le soleil s'est de nouveau déplacé, projetant une mince ligne d'ombre sur mes genoux. Mon téléphone a vibré à côté de moi. Je l'ai regardé s'allumer et s'éteindre, comme un pouls régulier. Après plusieurs minutes, je l'ai pris, non pas pour répondre, mais pour accuser réception du bruit. L'écran était rempli d'appels manqués, de messages vocaux et de messages. J'ai fait défiler sans les ouvrir, sentant le poids de l'attente dans chacun d'eux. Puis, sans cérémonie, j'ai appuyé sur le bouton latéral et j'ai complètement éteint le téléphone. L'écran est devenu noir. Pas de bourdonnement. Pas d'interruption. Juste le silence. Un silence propre et ininterrompu qui s'est installé dans mes os avec une sorte de confort réticent. Je suis resté assise là pendant longtemps, écoutant l'eau et les faibles rires d'étrangers. Le monde continuait de tourner, stable et indifférent. Et pour la première fois ce jour-là, je me suis laissé fondre dans le silence, laissant le bruit d'un mariage qui n'a jamais eu lieu s'éloigner de plus en plus. Je n'ai rallumé mon téléphone que vers midi. La lumière du soleil avait déjà rampé sur les carreaux du balcon, les réchauffant au point que je pouvais sentir la chaleur même à travers les fines semelles de mes sandales. J'ai dormi plus longtemps que prévu. C'était peut-être l'air marin ou le silence ou le simple fait que personne ne pouvait me joindre pendant que le téléphone était éteint, face contre terre, à plusieurs mètres de là. Pour une fois, j'avais créé une distance qui ne pouvait être franchie. Quand l'écran s'est finalement rallumé, il a pulsé comme un avertissement. Appel manqué, messages vocaux. Un mur empilé de points rouges. Mon nom avait dû être prononcé avec toutes les combinaisons possibles de colère, de panique et de désespoir. J'ai laissé les notifications continuer à s'accumuler en haut de l'écran, mais j'ai refusé de taper sur l'une d'entre elles. Un message se distinguait du bruit émotionnel. Un message vocal d'un numéro de Lyon que je ne reconnaissais pas. L'aperçu de la transcription a attiré mon attention, principalement parce qu'il n'incluait pas le nom de ma sœur ni aucune ponctuation frénétique. Il semblait calme. Trop calme pour appartenir à quelqu'un de ma famille. J'ai appuyé sur lecture. Une voix masculine stable a rempli mon oreille. Madame Durand, ici l'avocat Stéphane Charpentier. Je vous contacte au sujet d'une enquête financière liée à votre famille. Veuillez me rappeler dès que possible. Les mots « enquête financière » ne m'ont pas surprise. Ils auraient dû. Mais au lieu de cela, ils se sont enregistrés comme quelque chose d'inévitable, comme une facture que l'on sait arriver parce qu'on reconnaît l'enveloppe avant même de l'ouvrir. Quand on sort d'un rôle qu'on a tenu pendant des décennies, quelqu'un finit par remarquer l'espace vide que l'on laisse derrière soi. Je l'ai rappelé et je me suis dirigé vers les portes coulissantes, les laissant se refermer derrière moi alors que je sortais sur le balcon. Le bourdonnement de la vie de l'hôtel montait d'en bas en vagues douces et régulières. Bruit de vaisselle. Rire faible. Un chariot roulant sur une allée carrelée. Un bruit de fond appartenant à des gens qui n'étaient pas en crise. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Merci d'avoir rappelé, Madame Durand. J'imagine que le moment est moins qu'idéal. J'ai tiré la chaise du balcon loin de la balustrade et je me suis assise. Les pieds ont gratté légèrement contre le sol. Ça va. De quoi s'agit-il? Il s'est raclé la gorge comme le font les avocats lorsqu'ils se préparent à vous guider à travers quelque chose avec soin. Un audit a été déclenché en raison d'irrégularités de paiement concernant le mariage de votre sœur. Plusieurs fournisseurs ont signalé des sources de transactions incohérentes. Lorsque ces paiements ont été examinés, des activités financières plus anciennes liées à votre famille ont été automatiquement incluses dans l'examen. Votre nom apparaît à plusieurs reprises. J'ai regardé un petit oiseau sautiller le long du bord du balcon, s'arrêtant toutes les quelques enjambées comme s'il écoutait. J'ai ressenti une étrange affinité avec lui. Il a continué. Je tiens à souligner qu'il s'agit strictement d'un processus de clarification. Pas d'une accusation.
Mais nous devons déterminer l'intention de ces transferts passés et s'ils constituent des prêts ou des dons de votre point de vue. Voilà la question que ma famille évitait en l'enterrant sous la tradition et l'obligation. Les prêts impliquaient la responsabilité. Les dons impliquaient la générosité. Aucun de ces mots n'avait jamais été prononcé à voix haute. Ils préféraient des expressions comme « donner un coup de main » ou « couvrir la différence » ou « être là pour les siens ». Je me suis levé de la chaise et je suis retourné à l'intérieur, mes pieds nus silencieux sur le sol frais. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur le petit bureau. Un dossier attendait au centre du bureau, intitulé « Archives familiales ». Je l'ai ouvert avec un calme qui m'a surprise. J'ai des documents, lui ai-je dit. J'ai gardé des traces de tout. Excellent, a-t-il dit. Sa voix a à peine changé. Un bon avocat ne révèle jamais sa surprise. Il a énuméré des dates. 2013. 2016. 2019. Chaque année une marque, une encoche dans une chronologie que j'avais essayé d'oublier. J'ai ouvert chaque fichier pendant qu'il parlait. Confirmation bancaire. Fils de mai. Capture d'écran de SMS. Une piste si longue qu'elle ressemblait presque à une fouille archéologique dans mes propres choix. Il a demandé des descriptions de chaque virement. Je les ai données. Sans dramatiser. Sans explication. Juste la version propre de la vérité, débarrassée de toute l'émotion dont j'avais l'habitude de l'habiller. Il a posé une question qui a immobilisé mes doigts au-dessus du clavier. À un moment quelconque au cours de ces années, vous êtes-vous senti obligé ou sous pression de fournir une aide financière? Mon instinct était de dire non. Non pas parce que c'était vrai, mais parce que l'habitude de minimiser ma propre expérience était profonde. Mais j'avais fait suffisamment de fouilles ces derniers jours pour reconnaître ce réflexe pour ce qu'il était. Oui, ai-je dit. Parfois c'était direct. Parfois c'était implicite. Mais oui. Il y avait de la pression. Il a fait une pause assez longue pour que je me demande si mon honnêteté avait altéré le cours juridique de ce qui se déroulait. Quand il a repris la parole, son ton portait un poids différent. Merci pour votre franchise. Je sais que cela peut sembler personnel. Mais de notre point de vue, la clarté est cruciale. Et cela aide à clarifier beaucoup de choses. Je me suis penché en arrière dans la chaise, laissant ma colonne vertébrale reposer contre le coussin. Quelque part dans le couloir, un chariot de ménage a cliqué doucement contre un cadre de porte. Des sons banals manquant dans un endroit où les tempêtes émotionnelles ne pouvaient pas m'atteindre. Il a continué à me guider à travers les détails restants. Chaque question était simple, mais chaque réponse me forçait à reconnaître des morceaux d'une histoire que je m'étais racontée en termes plus doux pendant des années. Quand nous sommes arrivés à la fin, il a pris une inspiration qui suggérait que le plus dur était passé. Je vais préparer une déclaration sommaire, a-t-il dit. Elle vous placera comme partie neutre. Une fois que vous aurez signé, vous ne serez plus impliqué, sauf dans le cas peu probable où nous aurions besoin de clarifications supplémentaires. Partie neutre. L'expression a atterri étrangement dans ma poitrine. Je n'avais jamais été neutre dans tout ce qui concernait ma famille. Il traçait des lignes et s'attendait à ce que je me tienne du côté qui maintenait tout en état de marche. Neutre était une position que j'ignorais exister. Avant de terminer l'appel, il a dit une chose d'un ton sensiblement plus doux. Et pour ce que ça vaut, Madame Durand, le silence n'implique pas une faute. Il signifie simplement que vous ne souhaitez plus porter des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. J'ai dégluti. Ma gorge était serrée, comme si quelque chose de longtemps coincé s'était enfin délogé. Ces mots n'étaient pas de nature émotionnelle, mais ils ont frappé avec une sorte de miséricorde inattendue. Après avoir raccroché, je suis resté assise un long moment, fixant mes mains. Elles étaient détendues. Pas crispées. Pas agitées. Juste posées sur mes genoux, pâles contre le coussin bleu. Le mail de sa part est arrivé quelques instants plus tard. Je l'ai ouvert et j'ai téléchargé le document joint. Le résumé était clair et concis. Il listait chaque transaction avec le genre d'exactitude qui dépouillait le sentimentalisme. 3 000 €. 5 000 €. 4 200 €. Tous écrits en toutes lettres. Les voir ainsi donner au montant un poids plus lourd, comme si chaque syllabe ajoutait du poids à la vérité. J'ai lu le document 2 fois. Puis encore une fois.
non pas parce que je doutais de l'exactitude, mais parce que je voulais être témoin de l'histoire de ma propre complaisance, exposée dans un format qui ne permettait pas aux excuses de l'adoucir. L'option de signer numériquement clignotait dans le coin. Mon doigt a plané au-dessus pendant plusieurs secondes avant que je n'appuie. Un seul mouvement fluide. Une simple courbe de mon nom. Et puis le clic formel signalant l'achèvement. Un mail de confirmation est arrivé presque immédiatement. Merci, Madame Durand. Votre rôle est maintenant résolu. Résolu. Un autre mot que ma famille n'a jamais utilisé. La pièce semblait légèrement plus grande une fois que le message a disparu de l'écran. Je me suis levé et je suis retourné sur le balcon, ayant besoin d'air. Le soleil s'était déplacé, éclairant l'eau d'une nuance de turquoise presque impossible. Un couple marchait le long du rivage, laissant de lentes empreintes derrière eux. La vie continuait dans toutes les directions, sauf celle vers laquelle j'avais l'habitude de courir. Je me suis appuyé sur la balustrade et j'ai laissé la chaleur s'installer dans mes bras. Ma respiration a ralenti. Une sorte de calme intérieur a commencé à s'étendre, comme pour faire de la place à quelque chose de nouveau maintenant que la vieille fatigue avait été écartée. Finalement, je suis retourné à l'intérieur, j'ai imprimé une copie physique de la déclaration signée dans le petit centre d'affaires près du hall, et je l'ai ramenée dans ma chambre. Le papier semblait plus lourd que prévu lorsque je l'ai posé sur le bureau. L'encre de ma signature paraissait stable, indéniablement la mienne. J'ai glissé le document dans mon dossier de voyage et je l'ai fermé. Le son était doux, mais suffisamment final pour que je reste là un instant, l'absorbant. Sans réfléchir, j'ai attrapé mon téléphone. Il était posé face vers le haut sur la table de chevet, l'écran allumé avec de nouveaux messages qui continuaient d'apparaître toutes les quelques secondes. Je les ai regardés s'accumuler sans en ouvrir aucun. Puis, d'une main ferme, j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Pas en silencieux. Pas en mode « ne pas déranger ». Éteint. Complètement éteint. Je l'ai posé et je suis retourné sur le balcon sans rien dans les mains. L'horizon s'étendait large et chaud devant moi. Pour la première fois depuis des années, rien ne me liait à l'urgence de quelqu'un d'autre. Le monde pouvait tourner sans que je le tienne ensemble, et je pouvais enfin laisser l'immobilité en moi prendre sa juste place. Je me suis de nouveau assise, la lumière du soleil s'adoucissant contre ma peau, et j'ai laissé le silence s'installer plus profondément. Pour une fois, la crise qui se déroulait ailleurs ne me prenait pas à la gorge. Elle pouvait se dérouler sans moi. Elle l'avait déjà fait. Et j'ai réalisé, avec un calme qui semblait presque profond, que je n'avais pas besoin d'être témoin des retombées pour savoir que quelque chose avait changé de manière irréparable. Quelque chose dans le système avait fait surface au moment où je m'étais éloigné. Quelque chose qui ne pouvait plus se cacher derrière mon silence. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré, laissant cette vérité s'installer comme du sable chaud sur mes épaules. Le chapitre de la réparation des choses s'était terminé à la seconde où j'avais choisi de ne pas répondre au téléphone. J'ai choisi un café dans le centre-ville de Lyon qui était toujours assez fréquenté pour noyer la tension mais assez calme pour que personne n'ait besoin d'élever la voix. Un endroit avec de grandes fenêtres, des lumières chaudes et un passage constant. Un terrain neutre. Un endroit d'où personne ne pouvait sortir en trombe sans passer devant la moitié du quartier. Je suis arrivé 5 minutes en avance et j'ai choisi une table près de la fenêtre. Le genre de table où l'on peut voir quelqu'un approcher bien avant qu'il n'arrive. J'ai posé mon sac sur la chaise à côté de moi et j'ai commandé un petit café noir. Sans crème. Sans sucre. L'amertume me semblait appropriée. Mon père est arrivé le premier. Sa silhouette a rempli l'entrée avant lui. Il a balayé la pièce du regard comme s'il s'attendait à une embuscade plutôt qu'à une conversation. Quand ses yeux se sont posés sur moi, il a expiré brusquement, de la manière dont on pourrait réagir en découvrant une facture en retard glissée sous un essuie-glace. Il s'est assis sans saluer. Sa veste était encore à moitié boutonnée. Sa voix est sortie basse, tendue. Tu as fait assez de dégâts, Amélie. Tu dois réparer ça. J'ai enroulé mes mains autour de la tasse chaude sans la soulever. Qu'est-ce que tu penses que j'ai endommagé, exactement? Il s'est penché en avant, les coudes sur la table. Ses yeux brillaient d'un mélange de colère et d'incrédulité. Le mariage. Le nom de la famille. La réputation de Camille. Tout s'effondre, et tu es assise là à boire du café comme si rien de tout ça n'avait d'importance.
Avant que je puisse répondre, ma mère est entrée précipitamment. Elle semblait plus petite que la dernière fois que je l'avais vue, presque fragile, mais son expression portait ce mélange familier d'inquiétude et d'accusation. Elle a pris le siège à côté de mon père et a ajusté son sac à main sur ses genoux comme si elle se préparait à un impact. Elle n'a pas non plus pris la peine de faire des politesses. Les gens à l'église parlent déjà, a-t-elle dit. Sa voix tremblait non pas de tristesse mais d'embarras. Ils veulent savoir pourquoi le mariage s'est arrêté. Pourquoi Camille est dévastée. Pourquoi de l'argent manquait. Pourquoi les fournisseurs nous appelaient. Comprends-tu à quel point cela a été humiliant? J'ai pris une lente inspiration. Le genre qui maintient vos épaules droites même quand l'air semble trop lourd. Avant que je puisse parler, Camille est apparue derrière la chaise de ma mère. Elle s'est laissée tomber sur le siège en face de moi avec une force dramatique, ses lunettes de soleil toujours sur le nez bien que la pièce soit sombre. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle les enlevait et les jetait sur la table. « Tu as tout gâché », a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée comme celle d'une adolescente à qui on aurait refusé une robe de bal, pas d'une femme adulte dont le mariage s'était évaporé. Tu as toujours été jalouse. Tout le monde le sait. Tu as apporté une mauvaise énergie dans les préparatifs. Tu as apporté le malheur. Tu n'as jamais voulu que je sois heureuse. J'ai laissé les mots s'installer. Ils avaient une forme familière mais pas le même volume. Des accusations d'enfance prononcées maintenant par une adulte qui me regardait comme si j'étais à la fois un problème et une punition. Mon père a hoché la tête comme si elle avait présenté un témoignage factuel. Elle a raison. Tu as maudit tout le processus. Depuis que le pasteur a mentionné que certaines énergies peuvent interférer avec les jeunes couples, ton comportement n'a été que destructeur. Tu n'aurais pas dû retirer ton soutien quand nous en avions le plus besoin. Soutien. Un mot utilisé si nonchalamment, comme si sa signification était partagée. Maman s'est penchée plus près, sa voix plus basse mais plus aiguë. Si tu avais géré les choses avec grâce, aucun des fournisseurs n'aurait paniqué. Ils ont dit que la piste de l'argent semblait étrange. Ils ont dit que ton nom était partout. Ils ont demandé pourquoi une sœur se retirerait à la dernière seconde. À quoi t'attendais-tu qu'ils pensent? J'ai regardé d'un visage à l'autre. 3 versions du blâme. 3 personnes convaincues qu'une pièce manquante dans leur machine avait provoqué l'effondrement de tout le système. Aucune n'était disposée à se demander pourquoi la machine avait besoin de cette pièce si désespérément en premier lieu. Le serveur est passé et a posé une bouteille d'eau sur la table, non pas pour nous mais pour le couple derrière nous. Même cette petite interruption a permis à une bouffée d'air de se glisser entre les tensions. J'ai sorti de mon sac une enveloppe en papier craft propre. Je l'ai posée doucement sur la table. Délibérément. Sans fioriture dramatique. Sans annonce. Juste l'acte stable de poser la vérité là où elle ne pouvait être ignorée. À l'intérieur se trouvait une pile de relevés imprimés. Chaque virement. Chaque date. Chaque demande. Des montants écrits en toutes lettres. 3 000 €. 5 000 €. 4 200 €. Pas de suggestions vagues. Pas de faveur. Pas de soutien familial. Des transactions documentées qui avaient été passées sous silence par consensus. Camille a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma voix est sortie calme. Inébranlable. Le même ton que j'utilisais au travail pour clarifier un rapport compliqué. C'est le registre de ce que vous appelez du soutien. Mon père a attrapé la pile en premier, feuilletant les pages si rapidement que les coins claquaient les uns contre les autres. Ses yeux parcouraient les chiffres, mais il ne les absorbait pas. Il est arrivé à la fin et a jeté la pile sur la table comme si c'était un menu qu'il n'aimait pas. Ces chiffres n'ont pas d'importance, a-t-il dit. La famille est de la famille. C'est la règle. Tu le sais. Maman a pris les pages ensuite et a lu plus attentivement. Ses lèvres bougeaient alors qu'elle parcourait les lignes. Quand elle est arrivée au détail de l'argent dépensé pour le lancement de l'entreprise de Camille, elle s'est arrêtée au milieu d'une phrase. Ses doigts se sont resserrés sur le bord du papier. C'est exagéré, a-t-elle murmuré. Ce n'est pas exagéré, ai-je répondu. Ce sont les virements exacts. Votre banque les a confirmés lors de l'audit. Son visage a changé, non pas dans le déni mais dans quelque chose de moins certain. Un tremblement de doute.
Une lueur de reconnaissance que l'histoire pourrait ne pas correspondre aux faits. Camille lui a arraché la pile des mains et l'a regardé, les yeux vifs. Elle a pressé une main sur son front. Tout ça est hors de contexte. Tu as accepté d'aider. Tu as dit que tu voulais investir dans mon avenir. J'ai aidé. Et j'ai investi. Mais rien de tout ça ne vous donne le droit de me blâmer pour des choses que je n'ai pas faites. Je n'étais pas responsable du départ de ton fiancé de l'église. Je n'étais pas responsable des fournisseurs qui ont remarqué des problèmes. Je n'étais pas responsable de l'audit. Elle a claqué les papiers si fort que la femme à la table voisine s'est retournée. Camille s'est penchée en avant, les larmes aux yeux mais ne coulant pas. Tu m'as embarrassé. Tu m'as humilié. Tu as toujours voulu montrer à tout le monde à quel point tu es meilleur. Amélie l'a réussi. Amélie la parfaite. Intouchée par la vraie vie. Mon père a posé sa main sur la table, les doigts écartés comme s'il se préparait à stabiliser quelque chose d'instable. Tu aurais pu empêcher tout ça. Un seul virement. C'est tout ce qu'il aurait fallu. Tu as choisi de ne pas le faire. Tu as choisi de laisser tout s'effondrer. Maman a hoché la tête vigoureusement. Le pasteur a dit que ta résistance et ton énergie pouvaient bloquer les bénédictions. Je ne voulais pas y croire, mais regarde où nous en sommes. Tout a mal tourné quand tu t'es retiré. J'ai senti leurs paroles comme un vieux manteau familier qu'on me tendait. Lourd. Qui gratte. Peu flatteur. Quelque chose que j'avais porté si longtemps que ma forme semblait y être moulée. Mais en me tenant à l'extérieur maintenant, je pouvais enfin voir à quel point il ne m'avait jamais convenu. J'ai soulevé la tasse de café et j'ai pris une petite gorgée. Chaud. Amer. Solide. Quand je l'ai reposé, le son n'était doux mais final. Je n'ai rien dit sur les croyances de votre pasteur. Je n'ai rien dit sur l'énergie. Mais je vais dire ceci. Vous m'avez blâmé quand j'aidais. Vous me blâmez maintenant que j'ai arrêté. La constante n'est pas ma présence ou mon absence. La constante est votre attente. Un instant, personne n'a parlé. Même Camille semblait surprise au point de se taire. Mon père m'a regardé comme s'il voyait une étrangère. Tu as changé, a-t-il dit doucement. Son ton était presque lugubre. Tu n'as jamais été aussi froide. J'ai secoué la tête. Non. Je n'ai jamais été aussi honnête. Sa mâchoire s'est crispée. Il n'avait pas de réponse. Maman s'est agitée sur son siège, sa voix se brisant. Nous avions besoin de toi. Tu savais que nous avions besoin de toi. Comment as-tu pu partir comme ça et te dire encore faire partie de cette famille? J'ai croisé son regard. La vérité est arrivée sans hésitation. Parce que faire partie de cette famille tuait chaque parcelle de moi qui m'appartenait. Camille a reculé comme si je l'avais frappé. C'est dramatique. Non. C'est mesuré. C'est exact. J'ai de nouveau fouillé dans l'enveloppe et j'ai sorti une dernière page. Une seule feuille listant la somme totale de tous les virements. Je l'ai posée sur la table et je l'ai fait glisser vers l'avant. C'est ce que vous appeliez une contribution. C'est ce que j'ai porté seul. Mon père a baissé les yeux, puis les a détournés. La bouche de maman s'est ouverte, puis s'est refermée. Camille a fixé le chiffre écrit en mots longs et impitoyables. 48 500 €. Le silence s'est épaissi sur la table comme l'humidité avant un orage. Personne n'a argumenté. Personne n'a crié. Personne n'a offert de contre-récit. L'absence de déni était la vérité la plus bruyante dans la pièce. J'ai laissé le silence s'étirer pendant plusieurs secondes avant de me lever. J'ai pris mon sac, j'ai glissé l'enveloppe à l'intérieur et j'ai repoussé ma chaise proprement. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas demandé de compréhension. Je n'ai pas attendu des excuses qui ne viendraient jamais. Mon père m'a regardé avec un mélange de confusion et de peur. Où vas-tu? J'ai gardé ma voix stable. Je pars avant que l'un de vous ne décide que je vous dois plus d'explications. Maman a tendu la main comme pour toucher mon bras, mais sa main est restée courte. Camille m'a regardé avec des yeux grands et furieux, mais n'a rien dit. J'ai marché vers la porte. Mes pas semblaient ancrés. Ma poitrine semblait dégagée.
Les lumières chaudes du café se sont légèrement brouillées alors que je passais dessous, non pas à cause des larmes mais de la transition brutale entre ce que j'avais porté et ce que j'avais finalement déposé. Dehors, l'air était frais, vif et pur. Derrière moi, la famille que j'avais passé une vie à essayer de maintenir unie était assise dans une immobilité stupéfaite, entourée de preuves qu'ils ne pouvaient pas contester. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne me suis pas retourné pour réparer quoi que ce soit. Je suis sorti du café dans l'air frais de Lyon, et pendant un long moment, je suis simplement resté là, laissant la porte se fermer derrière moi. Le bruit de la rue m'a entouré, des voitures qui passent, quelqu'un qui rit près du coin, un chien qui aboie sans raison particulière. Tout cela semblait étrangement distant, comme si j'entendais le monde depuis sous l'eau. Mes jambes m'ont porté vers le parking, lente et stable, mais une partie de moi était toujours assise à cette table, fixant trois personnes qui s'étaient convaincues pendant des années que mon existence était une ressource à exploiter. Quand je suis arrivé à ma voiture, je me suis assise à l'intérieur sans allumer le moteur. Le silence s'est installé rapidement, assez épais pour que je puisse entendre ma propre respiration. Pour la première fois depuis l'enfance, aucune ficelle ne me tirait. Aucune attente ne se cachait derrière la prochaine sonnerie du téléphone. Aucune crise que j'étais secrètement responsable de prévenir. Cela aurait dû être libérateur. Peut-être une forme de liberté. Mais à ce moment-là, cela semblait étrangement vide. Partir à un coup. Les gens aiment prétendre que non. Ils disent des choses comme « fais ce qui est le mieux pour toi » ou « tu mérites la paix », comme si la décision arrivait emballée dans un cadeau. Ce n'est pas le cas. Elle arrive comme une facture marquée, en souffrance. Au moment où je suis rentré chez moi, la première vague s'était déjà formée. Ma cousine Sophie a envoyé un message rempli d'avertissements spirituels et de loyauté déçue implicite. J'ai parcouru les premières lignes, j'ai vu des expressions comme « unité familiale » et « bénédiction retirée », puis j'ai tout supprimé. Quelques heures plus tard, ma tante a écrit quelque chose de similaire. Son ton était plus doux mais le message était le même. Ils avaient entendu l'histoire, ou leur version préférée, et s'alignaient en conséquence. Un par un, les messages sont arrivés. Lentement au début, puis plus rapidement. Ceux qui venaient de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des mois étaient les plus piquants, principalement parce qu'ils agissaient comme des experts dans des situations sur lesquelles ils n'avaient jamais pris la peine de m'interroger. J'ai supprimé la plupart d'entre eux sans les lire. Un étrange engourdissement s'est installé là où la douleur aurait pu être. À la fin de la semaine, plusieurs parents m'ont retiré de leurs amis en ligne. Certains m'ont bloqué. Une femme de la communauté de notre église, quelqu'un qui ne m'avait jamais dit plus de 3 phrases de ma vie, a posté un vague rappel sur le fait d'honorer ses parents et de résister à l'orgueil. Il a recueilli des dizaines de commentaires de soutien. Aucun d'eux ne me mentionnait par mon nom, mais tous visaient dans ma direction. Le silence, il s'est avéré, avait son propre volume. La tentation de me défendre a vacillé par petites rafales, mais j'ai laissé chacune d'elles passer. Expliquer signifierait réintégrer l'arène même que je venais de quitter. Et j'étais fatigué des arènes. Fatigué des batailles déguisées en conversation. Fatigué d'être mesuré par la quantité de douleur que je pouvais absorber sans me plaindre. Au lieu de combattre le bruit, j'ai tourné mon attention vers le travail. Mon bureau à domicile dans ma maison de ville près de la Croix-Rousse semblait différent maintenant que je ne l'utilisais plus comme refuge entre les obligations émotionnelles. L'air semblait plus pur. Mon bureau ressemblait moins à un champ de bataille et plus à un espace de travail à nouveau. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis plongé dans un projet que j'avais évité parce que les exigences familiales me déconcentraient constamment. Le changement a été immédiat. Mon esprit, soudainement ininterrompu, s'est élargi. Les pensées se sont connectées plus facilement. Les idées sont arrivées rapidement, l'une après l'autre, formant une stratégie claire dans ma tête. Des heures ont passé avant que je ne réalise que je n'avais pas vérifié mon téléphone une seule fois. Je n'avais pas non plus pensé à le vérifier. 2 jours plus tard, lors d'une réunion virtuelle, mon équipe a examiné la proposition que j'avais affinée. Ma directrice a étudié l'écran, a tapoté 3 fois son stylo sur son carnet, puis a dit « Amélie, c'est un travail exceptionnel. Si la direction donne son accord, cela pourrait devenir quelque chose de grand. » J'ai senti les mots toucher une partie de moi qui n'avait pas été touchée depuis des années. Une reconnaissance sans condition. Une appréciation sans extraction. Une simple reconnaissance que quelque chose que j'avais fait avait de la valeur en soi.
Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu le mail confirmant le nouveau contrat. Un contrat substantiel. Un contrat qui pourrait changer la trajectoire de mon travail pour l'année à venir. J'ai lu le message 2 fois, puis 3 fois. Le timing m'a semblé presque comique. Au moment où j'ai cessé de porter les responsabilités de tout le monde, ma propre vie a recommencé à se déployer. Pourtant, ce soir-là, après le dîner, j'ai senti un pincement dans ma poitrine que je ne pouvais pas facilement nommer. Pas de la tristesse. Pas de regret. Quelque chose de plus silencieux. Un espace vide où l'obligation vivait autrefois. Quand on passe toute sa vie à combler les lacunes des autres, on apprend à confondre le mouvement constant avec la connexion. Quand le mouvement s'arrête, le silence a une façon de révéler des choses que l'on était trop occupé pour ressentir. J'ai fait le tour de ma maison lentement, touchant le dos du canapé, le cadre d'une photo, le bord du comptoir de la cuisine. Tout semblait identique à il y a des mois, mais c'était comme un nouvel endroit. Un endroit que je n'avais pas su habiter pleinement parce qu'une si grande partie de moi avait été dirigée vers l'extérieur. Quelques jours plus tard, je suis allé faire les courses. Une tâche simple, que je faisais autrefois à la hâte entre d'autres exigences. J'ai traversé les allées avec un calme qui me semblait étranger. Je me suis attardé sur les produits frais. J'ai hésité sur la vinaigrette à acheter. J'ai comparé les marques de granola. C'était banal et incroyablement ancrant. Puis, en tournant au coin près de la boulangerie, j'ai vu une femme plus âgée de l'église de mes parents. Elle m'a regardé de la manière dont les gens regardent les scènes de crime, un mélange de fascination et de jugement. Ses sourcils se sont levés avec une sympathie étudiée. J'ai tout appris, a-t-elle dit. Tu dois souffrir aussi. Quelle terrible saison pour votre famille. Son ton suggérait que la saison avait été causée par moi, comme un système de tempête que j'avais intentionnellement libéré. J'ai simplement hoché la tête. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas nié. Moins je donnais de mots, plus la cible devenait petite. J'ai soulevé mon panier et j'ai continué à marcher. Ses yeux m'ont suivi jusqu'à ce que je tourne dans l'allée suivante. Plus tard dans la soirée, après avoir déchargé les courses, j'ai reçu un mail de ma directrice. Le contrat signé avait été finalisé. Mon implication commencerait immédiatement. Le projet était à fort impact, à haute visibilité, avec des implications financières qui pourraient renforcer la position de mon équipe. J'ai relu la ligne 2 fois. Fort impact. Haute visibilité. Pour la première fois depuis de nombreuses années, ma vie professionnelle n'était pas en concurrence avec une crise domestique. Et pourtant, alors que la nuit tombait, le vide est revenu. Du chagrin mais pas du chagrin. Une perte mais pas de regret. Un espace en moi qui semblait tendre, comme la peau après qu'on a retiré un pansement et que l'air frappe une blessure qui avait été étroitement couverte pendant trop longtemps. Partir avait un coût. Un vrai. J'avais perdu l'illusion d'appartenance. J'avais perdu le rôle qui m'avait été assigné depuis l'enfance. Réparatrice. Pourvoyeuse. Interprète des tempêtes émotionnelles. J'étais sorti d'une identité qui, bien que nuisible, m'était familière. Et il y a toujours un prix à payer pour sortir de quelque chose de familier. Mais plus je restais avec ce sentiment, plus il devenait clair. Le coup était plus léger que le poids que j'avais porté pendant des années. Oui, il y avait une perte. Mais il y avait aussi de l'espace. De la marge de manœuvre. Un calme qui me permettait d'entendre mes propres pensées sans les filtrer à travers les besoins de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Non pas par anxiété mais par repos. Un vrai repos. J'ai préparé du café et je me suis assise près de la fenêtre en regardant le lever du soleil brosser le ciel d'un orange pâle. Les matins de Lyon ont une immobilité particulière avant que la circulation ne commence, et cette immobilité correspondait à quelque chose en moi. J'ai pensé au visage de mon père au café, un mélange de colère et de confusion. J'ai pensé à la voix tremblante de ma mère, essayant de concilier l'embarras et le déni. J'ai pensé aux larmes de Camille, vive et théâtrale, incapable de voir quoi que ce soit en dehors de son propre reflet. Pendant des années, j'avais traité leurs réactions comme des responsabilités. Quelque chose que j'étais tenu de gérer. Maintenant, ce n'était que des images. Pas des instructions. À midi, un autre message est arrivé d'un parent essayant de me culpabiliser pour que je réintègre le troupeau.
Je l'ai supprimé sans lire au-delà de la première ligne. Puis j'ai ouvert mon calendrier professionnel, j'ai planifié les nouveaux délais du projet et j'ai senti la journée prendre forme autour de quelque chose de plus solide que de vieilles obligations. La liberté avait un prix. Mais me porter moi-même était infiniment plus léger que de porter tout le monde. Plus tard dans la soirée, alors que je coupais des légumes pour le dîner sur le comptoir de ma cuisine, j'ai réalisé quelque chose de presque surprenant par sa simplicité. L'idée d'une famille me manquait. Pas celle que j'avais. Pas les rôles qui m'étaient assignés. Mais l'idée de se sentir connu sans être utilisé. Accepter cette perte ne m'a pas brisé. Elle m'a clarifié. Et cela, plus que tout, valait le coup. J'ai fini de couper les légumes, j'ai allumé la cuisinière et j'ai laissé la poêle chauffer lentement. Le silence de ma maison s'est installé autour de moi, chaud et stable. Pour la première fois, le vide ne ressemblait pas à un manque. Il ressemblait à une pièce. Un commencement, pas une fin. Et je l'ai laissé rester. Le premier signe que les choses changeaient est venu d'une direction inattendue. J'étais à mon bureau un jeudi matin tranquille, examinant une clause de contrat pour le nouveau projet, quand une notification est apparue d'un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Manon, une ancienne voisine de la rue de mes parents. Elle ne me contactait jamais à moins que quelque chose n'ait mal tourné dans sa propre vie, alors j'ai failli l'ignorer. Mais l'aperçu du message a attiré mon attention. J'ai entendu parler de Camille. Je suis désolé. J'ai ouvert le message. Les excuses étaient vagues, de la manière dont les gens parlent quand ils ne sont pas sur des informations que l'autre personne connaît déjà. Elle a écrit que plusieurs entreprises en Auvergne avaient retiré leur partenariat avec Camille après le désastre du mariage. Le travail d'influenceur dépendait fortement de l'image, et apparemment l'image d'une mariée abandonnée à l'hôtel peut attirer la sympathie, mais elle ne renforce pas la confiance d'une marque. Un sponsor avait cité l'instabilité. Un autre avait demandé à examiner sa fiabilité financière. Un troisième avait simplement cessé de répondre. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Pas surprise. Pas satisfaite. Juste en train d'absorber. Le karma arrive rarement avec le tonnerre. Le plus souvent, il se présente discrètement, se pliant à l'ordre naturel des choses. Pas de spectacle. Pas de public. Juste la cause et l'effet qui trouvent enfin leur alignement. Quelques jours plus tard, j'ai eu des nouvelles d'une collègue dont la cousine fréquentait l'église de mes parents. Selon elle, la communauté était divisée. Certains plaignaient Camille, la qualifiant de victime des circonstances. D'autres se demandaient comment une famille si impliquée dans l'église avait pu permettre une telle confusion financière. Il y avait des rumeurs de mauvaise gestion, d'avertissements spirituels ignorés, d'argent qui semblait apparaître de nulle part et disparaître dans les comptes des fournisseurs de mariage. Pendant des années, mes parents avaient été admirés pour leur fiabilité. Ils étaient le couple qui arrivait tôt pour faire du bénévolat, la famille qui organisait des repas de fête pour ceux qui n'avaient pas de parents dans la région. Ils cultivaient cette image avec soin. Maintenant, des fissures apparaissaient, et les gens le remarquaient. Lentement, discrètement, mais visiblement. J'ai traversé mes journées sans réagir. L'histoire leur appartenait maintenant. Je m'étais écarté. Je n'étais plus le tampon qui attrapait les retombées avant qu'elles ne les atteignent. Puis, lors d'une course à l'épicerie, mon téléphone a vibré avec un message de ma tante Odile. C'était la plus jeune sœur de ma mère, la seule personne de la famille qui m'ait jamais montré une douceur constante. Elle m'a demandé si j'avais le temps pour un café. J'ai hésité, puis j'ai accepté. La rencontrer ne me semblait pas dangereux. Cela semblait attendu depuis longtemps. Nous nous sommes assises dans un petit café avec des chaises en bois et un éclairage doux, un endroit bien plus calme que le lieu bondé où j'avais affronté mes parents. Tante Odile est arrivée vêtue d'un cardigan qui semblait tricoté à la main et de lunettes qu'elle n'arrêtait pas de remonter sur son nez. Elle m'a serré dans ses bras plus longtemps que nécessaire, puis s'est assise avec un soupir qui portait des années de non-dit. J'ai entendu dire que les autres t'avaient rencontré, a-t-elle dit doucement. C'est exact. Son regard est tombé sur ses mains jointes sur la table. Je ne suis pas ici pour les défendre. Je veux seulement comprendre comment tu vas. La question m'a presque surprise. On me l'avait si rarement posée dans ma vie qu'elle me semblait étrangère. Je suis stable, ai-je dit. Fatigué, mais stable. Elle a hoché la tête. Les nouvelles voyages,
même quand les gens prétendent garder des secrets. J'en sais plus qu'ils ne le pensent. Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a continué. Ils ont mal parlé de toi au début. Quelques-uns ont dit que tu avais fait échouer le mariage. Certains ont répété ces bêtises sur l'énergie et le malheur. Mais ensuite l'audit est sorti, et les gens ont commencé à poser des questions auxquelles tes parents ne pouvaient pas répondre. Elle a fait une pause pour laisser cela s'installer. J'ai écouté. Pas sur la défensive. Pas en absorbant le blâme. Juste en écoutant de la manière dont j'aurais toujours souhaité que quelqu'un m'écoute. Elle a expiré lentement. J'aurais dû parler il y a des années. Quand ta mère et ton père n'arrêtaient pas de te demander de l'argent, je savais que ça devenait incontrôlable. Je savais qu'ils comptaient trop sur toi. Mais chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, ta mère me coupait la parole. Elle disait que c'était privé. Que tu étais heureuse d'aider. Que tu réussissais bien, alors pourquoi ne pas partager ce que tu avais? J'ai senti un léger serrement dans ma poitrine, non pas de douleur mais de reconnaissance. Cette histoire avait été répétée si souvent dans ma famille qu'elle était devenue un credo non officiel. Amélie réussit bien, donc Amélie aide. Amélie comprend. Amélie est forte. Amélie peut le gérer. Tante Odile a levé les yeux, doux et plein d'excuses. Je suis désolé. J'ai vu le schéma se former, et je suis restée silencieuse. C'était mal. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Elle a tendu la main vers sa tasse, mais sa main tremblait trop pour la soulever. J'ai joint mes mains sur la table, imitant sa posture. Je n'ai pas offert de réconfort. Je ne lui ai pas dit qu'elle n'était pas en faute. Je ne l'ai pas absoute. Je suis juste resté avec la vérité. J'apprécie que tu dises ça, ai-je répondu. Mon ton était stable. Pas froid. Pas chaleureux. Juste honnête. Ça signifie quelque chose. Elle a hoché la tête, les larmes au coin des yeux. Ils comptaient sur toi parce que tu facilitais les choses. Et ils ne se sont jamais demandé si tu avais quelqu'un sur qui compter. Un petit silence s'est installé entre nous. Le genre qui ne fait pas mal, mais qui vit simplement dans l'espace que deux personnes partagent lorsque la vérité est autorisée à exister par elle-même. Après un moment, elle a ajouté, « Je ne pense pas que tes parents comprennent ce qu'ils ont perdu. » Pas encore. Mais ils le feront. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Plus tard, après nous être dit au revoir en nous serrant dans les bras, elle a tenu mon bras un instant et a dit la phrase qui m'est restée longtemps après notre séparation. J'aurais dû parler plus tôt. Sa voix s'est brisée, et elle a lâché prise. Dans les semaines qui ont suivi, d'autres morceaux des retombées m'ont atteinte par des canaux détournés. Un ami d'université qui vivait encore en Auvergne a mentionné avoir vu Camille à un événement local, visiblement contrarié, essayant de garder son sang-froid tout en répondant à des questions gênantes sur son fiancé. Une autre connaissance a envoyé une capture d'écran d'un article de presse. Non pas sur ma famille, mais sur Antoine. L'enquête sur ses affaires commerciales s'était étendue. Plusieurs investisseurs avaient porté plainte. Son passé, qui avait été poli dans le récit du mariage, commençait à s'effriter sous l'examen. L'article mentionnait des allégations de fraude, de possibles détournements de fonds et une enquête sur de faux états financiers qu'il avait utilisés pour obtenir des partenariats. Rien de tout cela n'avait à voir avec moi. Rien de tout cela ne m'a surprise non plus. Le karma n'exigeait pas ma participation. Il ne l'avait jamais fait. J'ai pensé à Camille, à la façon dont elle blâmait tout ce qui n'allait pas dans sa vie sur l'ombre de quelqu'un d'autre. Elle avait placé ses espoirs dans un homme qui avait bâti sa réputation sur un éclat emprunté. Elle l'avait défendu sans poser de questions. Maintenant, elle faisait face à l'humiliation de découvrir que le piédestal sur lequel elle était montée n'avait aucune fondation. Je ne me sentais pas satisfaite. Pas de joie. Pas de triomphe. Juste un sentiment silencieux d'inévitabilité. La vie a une façon de révéler la vérité, même quand toutes les personnes impliquées s'efforcent de la cacher. Un après-midi, alors que je marchais vers ma voiture avec un sac de course, j'ai reçu un bref message de tante Odile. Aucune explication. Aucune introduction. Ils ont des difficultés. Je pensais juste que tu devais le savoir. J'ai regardé l'écran un long moment. Les mots ne m'ont pas réchauffé. Ils ne m'ont pas blessé.
Ils existaient simplement, ne portant ni culpabilité ni justification. Plus tard dans la soirée, je me suis assise sur mon canapé avec une couverture sur les jambes et j'ai repensé à la conversation avec elle. La façon dont sa voix s'adoucissait quand elle parlait de regrets. La façon dont elle a admis son silence. La façon dont elle a reconnu une vérité qui avait été rejetée pendant si longtemps. Elle n'avait pas demandé pardon. Elle n'avait pas essayé de réécrire l'histoire. Elle avait simplement dit la vérité, simplement et sans se protéger. Et j'avais répondu à son honnêteté par une acceptation silencieuse. Pas de blâme. Pas de réconfort. Juste un hochement de tête. Un hochement de tête qui signifiait que je l'avais entendu. Un hochement de tête qui signifiait que le cycle se terminait avec moi. Un hochement de tête qui signifiait que j'avais enfin compris que chaque partie du passé n'avait pas besoin d'être revisitée. Certaines choses avaient seulement besoin d'être vues. Et cela, ai-je réalisé en éteignant la lampe et en laissant la pièce s'assombrir autour de moi, était suffisant. J'ai passé les jours suivants à me déplacer dans ma maison d'une manière qui me semblait nouvelle, comme si chaque pièce s'était déplacée d'1 centimètre pendant que je ne regardais pas. Rien n'avait changé physiquement. Les mêmes meubles. Les mêmes photos. La même pile de livres sur la table de chevet que je me promettais sans cesse de lire. Mais quelque chose en moi s'était réorganisé. Je me déplaçais avec plus d'intention. Je respirais sans me préparer. Quand je préparais le dîner, la cuisine semblait calme plutôt que solitaire. Quand je m'allongeais dans mon lit, le silence ressemblait à une couverture plutôt qu'à un vide. Mais pas de la manière dramatique que les gens attendent. Pas de révélation soudaine. Pas de musique triomphante. Juste de l'espace. Une sorte de relâchement mental qui s'est produit discrètement, de la manière dont l'aube apparaît avant que l'on ne réalise que l'obscurité s'est levée. Le travail est devenu le premier endroit où j'ai remarqué le changement. Mon calendrier était toujours plein, mes responsabilités les mêmes, mais je me sentais présente d'une manière que j'avais oublié possible. Je ne me divisais plus en deux personnes, celle qui réussissait bien professionnellement et celle qui vérifiait constamment son téléphone sous la table, attendant d'absorber la prochaine urgence. Lors d'une réunion de bilan de projet un lundi matin, je me suis surprise à écouter sans la couche habituelle de bruit de fond dans mon esprit. Pas de disputes rejouées. Pas de prédictions anxieuses. Juste l'information devant moi. Quand ma directrice m'a demandé quelle direction je pensais que nous devrions prendre, ma réponse est venue facilement, sans hésitation ni la peur silencieuse de décevoir quelqu'un. Après la réunion, elle m'a arrêté dans le couloir. « Amélie, a-t-elle dit, tu es différente ces jours-ci. Dans le bon sens. Plus ancrée. Plus sûre. » J'ai souri parce qu'elle avait raison et parce que la reconnaissance ressemblait à entrer dans la lumière du soleil après des années dans l'ombre. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai accepté plus d'invitations que d'habitude. Un dîner d'anniversaire d'un collègue. Un marché fermier décontracté le samedi avec un voisin. Même un petit concert en plein air au parc de la Tête d'Or. J'y suis allé sans ressentir le besoin de rendre des comptes à qui que ce soit. Personne ne s'attendait à ce que je donne des nouvelles. Personne n'attendait mon implication. Cette simple liberté, que je n'avais jamais pleinement reconnue comme manquante, a commencé à me reconstruire. Pourtant, même dans la stabilité, le deuil persistait discrètement. Perdre une famille, même dysfonctionnelle, laisse un vide derrière soi. Toutes les pertes ne ressemblent pas à un soulagement, et tout soulagement ne vient pas sans sa propre douleur. Certains soirs, je préparais du thé et je m'asseyais près de la fenêtre, regardant les phares glisser. Je me souvenais de moments de l'enfance, des moments où les choses semblaient entières, des années avant que l'argent, la superstition et les rôles ne deviennent des chaînes. Ces souvenirs n'étaient pas douloureux. Ils étaient doux, presque effacés, mais ils me rappelaient que même les personnes difficiles ne sont pas purement des méchants. Ce sont simplement des gens qui n'ont jamais appris à aimer sans condition. La vie a continué, cependant. C'est toujours le cas. 3 semaines après ma conversation avec tante Odile, ma mère a appelé. Son nom s'est allumé lentement sur l'écran, comme si le téléphone savait que j'hésiterais. J'ai pensé à le laisser sonner, mais quelque chose en moi s'est détendu. J'ai répondu et je suis sorti sur ma terrasse arrière. Sa voix s'est brisée dans les premières secondes. « Amélie, les choses ont été difficiles ici. Ton père n'est plus lui-même. Camille quitte à peine la maison. La communauté continue de poser des questions.
L'embarras continue. Elle a pris une inspiration, fine et tremblante. Le regrettes-tu parfois? L'une de ces choses? La question a flotté dans l'air entre nous, douce mais chargée. Les planches de la terrasse sous mes pieds étaient fraîches. Une brise douce a effleuré mes cheveux. Cela semblait symbolique d'une manière que j'ai essayé de ne pas trop analyser. Non, ai-je dit. Pas méchamment. Pas froidement. Juste calmement. Je ne regrette pas de m'être choisi. Je regrette le temps qu'il m'a fallu pour réaliser que ce choix était même autorisé. Le souffle de ma mère s'est coupé. Un instant, elle n'a pas parlé. Puis, presque dans un murmure, elle a dit « Je vois ». Il y avait mille autres choses qu'elle aurait pu dire. Des dénis. Des justifications. Des reproches. Elle n'a eu recours à aucune d'entre elles. Le silence qui a suivi était fragile, mais c'était le premier silence honnête que nous avions partagé depuis des années. « Prends soin de toi », a-t-elle finalement dit. « Toi aussi. » Elle a raccroché avant que l'un de nous puisse ajouter quoi que ce soit qui pourrait ruiner la trêve délicate qui se formait entre nous. L'appel n'a rien réparé. Il n'a pas rouvert de porte. Mais il a refermé quelque chose proprement. Un chapitre, je suppose. Pas avec un claquement, mais avec un doux clic. Une semaine plus tard, j'ai réservé un deuxième voyage aux Seychelles. Pas par évasion cette fois. Par intention. L'hôtel était devenu un endroit où quelque chose en moi avait changé, et je voulais le revoir avec de nouveaux yeux. Aucune crise n'attendant dans la messagerie vocale. Aucune famille ne s'effondrant en arrière-plan. Juste moi avançant vers quelque chose plutôt que de fuir. Quand je suis arrivé, l'air m'a enveloppé d'une familiarité chaleureuse. Le hall sentait les agrumes et le sel. Le personnel m'a accueilli comme on accueille les clients qui reviennent, avec un accueil discret plutôt qu'avec surprise. J'ai pris une suite similaire à celle où j'avais séjourné des mois plus tôt, mais la façon dont je l'ai parcourue était différente. Je ne portais plus le poids de la responsabilité sur mes épaules. Je ne gardais pas de place pour quelqu'un d'autre. J'habitais ma propre vie. Le deuxième matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil et j'ai marché pieds nus jusqu'à la plage. Le sable était frais et légèrement humide, conservant les empreintes de pas précédents déjà adoucies par la marée. Je me suis tenu au bord de l'eau et j'ai regardé l'horizon passer du bleu profond à l'or pâle. Les vagues se déplaçaient à un rythme régulier, calme et sans hâte. J'ai accordé ma respiration à ce rythme sans le vouloir. Quelque chose en moi se sentait aligné d'une manière que je n'avais jamais connue. J'ai pensé à la première fois où je me suis tenu sur ce rivage, des mois plus tôt, épuisé et en pleine détresse. J'étais arrivé en portant le poids de toute ma famille dans ma poitrine. Maintenant, debout au même endroit, je me sentais grande. Ancrée. Ma vie n'orbitait plus autour de personnes qui prenaient mon silence pour un accord et mes dons pour une obligation. Cette fois, je n'étais pas là pour me remettre. J'étais là pour choisir. Choisir la paix. Choisir l'espace. Choisir une vie où ma valeur n'était pas mesurée en contribution financière ou en travail émotionnel. Choisir des limites qui ne se pliaient pas au moment où quelqu'un élevait la voix ou invoquait le mot « famille ». Le soleil est monté lentement, peignant l'eau de traînées orange et argentées. J'ai marché un peu plus loin jusqu'à ce que les vagues effleurent plus haut mes jambes. L'océan dit toujours la vérité. Il prend et rend. Il tire et relâche. Il détruit et restaure. Et il fait tout cela sans excuse. J'ai laissé l'eau atteindre mes genoux, puis je suis retourné sur le sable. Une petite brise a traversé les palmiers derrière moi. Je me sentais entièrement présente, chaque sens connecté. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'attendais pas l'approbation de quelqu'un d'autre. Je ne me faisais pas petite pour que les autres se sentent grands. Je ne pliais pas sous le poids des rôles hérités. J'étais simplement moi-même. Entière. Intacte. Suffisante. Alors que le matin s'éclaircissait, je suis resté là un peu plus longtemps, laissant le calme s'installer dans les parties les plus profondes de moi. Finalement, je me suis tourné vers l'hôtel, marchant lentement, laissant le soleil réchauffer mes épaules. Le chemin à venir semblait ouvert. Assez large pour le deuil et l'espoir, la perte et la possibilité, tout à la fois.